Bienvenue dans ce cours de licence 2 de sociologie. Il est intitulé de manière générique Sociologie urbaine, mais je lui donnerai très rapidement un autre titre. Alors, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Éric Le Breton, je suis maître de conférence au département de sociologie depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je fais un cours sur mon domaine. Voilà, les questions urbaines, c'est mon domaine depuis mes travaux de thèse. Et aujourd'hui, j'ai deux domaines de compétences sur lesquels je mène des enquêtes, comme tous les sociologues, et sur lesquels je fais des publications de papiers, de bouquins et de livres. Le premier domaine, c'est ce qui renvoie à la mobilité, c'est-à-dire à la manière dont les uns et les autres, nous nous approprions la ville, et puis au-delà de la ville, bien sûr, mais la ville moderne, la ville du XXIe siècle, c'est-à-dire en fait une ville qui s'étale sur tout le territoire national et puis au-delà. Donc comment est-ce qu'on s'approprie la ville? À partir de nos mobilités, en nous déplaçant. Alors en nous déplaçant physiquement, le vélo, la marche, la voiture, le train, l'avion, en nous déplaçant à travers la mobilité résidentielle, c'est-à-dire les déménagements que nous faisons les uns et les autres à travers différentes villes, différentes régions, différents pays. La mobilité résidentielle de nos contemporains est très très importante. Aujourd'hui, il y a 50 ans, en France, le Français moyen déménageait 2 fois, 3 fois dans sa vie, au maximum. Le même Français moyen de 2015 déménage très souvent une dizaine de fois, voire un petit peu plus s'il est cadre ou cadre supérieur, dans des milieux où on déménage beaucoup, notamment pour des raisons professionnelles. Et puis il y a une troisième forme de mobilité qui est très importante, qui se développe et puis que nous pratiquons tous de plus en plus, c'est la mobilité virtuelle, celle que nous faisons avec le téléphone portable, avec Internet, avec la télévision, avec le cinéma, voilà, avec tout un ensemble de médias qui nous permettent d'avoir des informations, de visiter des endroits dans lesquels nous n'allons jamais. Cette mobilité virtuelle, elle est très très efficace. Pour ma part, je ne suis jamais allé à New York, par exemple. Je ne suis jamais allé à New York aux États-Unis, mais c'est une ville dont je peux parler d'une manière très vraisemblable et très fondée, parce que je suis un grand lecteur de romans policiers. Or, beaucoup de romans policiers se déroulent à New York. Je regarde des polars à la télévision, je vais au cinéma en voir, je me promène dans New York avec Google Street. Et voilà, cette mobilité virtuelle, elle me permet d'avoir une connaissance en fait très solide d'un territoire dans lequel je ne suis pour le moment jamais allé. Mon premier domaine, c'est donc la mobilité, et puis on n'en parlera pas du tout, sur ce cours de deuxième année. Et puis le second domaine sur lequel je travaille, c'est ce qui renvoie aux théories urbaines, c'est-à-dire à l'ensemble des théories, des interprétations qui sont faites des transformations de la ville. D'accord ? Il y a plein de théories différentes. Certaines viennent par exemple du marxisme, d'autres viennent des théories de Michel Foucault, d'autres encore viennent de la sémiologie, d'un petit peu partout. Je n'en dis pas davantage parce que ce coup-ci, là, nous allons assez rapidement, vers la fin du cours, mais quand même, nous allons nous intéresser à ces théories urbaines. Voilà. Et puis pour terminer ma présentation, je suis, comme tous mes collègues, enseignant et chercheur, enseignant au département de sociologie de Rennes 2, et puis je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le SIAPS. Voilà, j'écris ça sur la petite tablette. Le SIAPS, ça veut dire Centre interdisciplinaire d'analyse des processus humains et sociaux. C'est un laboratoire récent qui compte une trentaine de chercheurs statutaires et interdisciplinaire parce qu'il y a des sociologues, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des criminologues, il y a un petit peu de tout le monde, en fait. Bon, un laboratoire de petite université de province.
Alors avant de rentrer dans l'introduction, encore un certain nombre de petites choses comme ça, en passant. D'abord pour dire que ce cours de licence 2, sociologie urbaine, pour moi, il s'inscrit dans un programme étendu sur licence 2, licence 3, master 1 et master 2. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, eh bien, vous pourrez me retrouver l'année prochaine sur approximativement le même type de contenu, le même type de perspective urbaine en licence 3, sur un cours qui s'appelle Action publique et territoire. L'année suivante, en master 1, sur un cours dont le titre m'échappe un petit peu, mais qui est centré cette fois-ci sur les théories urbaines. Et puis en master 2, sur un autre cours intitulé, je m'en souviens cette fois-ci, Espace et société, dans le cadre duquel eh bien, on discute des questions de mobilité et comment la société d'aujourd'hui est transformée, bouleversée par nos pratiques de mobilité aux uns et aux autres. Voilà. Ce que je veux dire, et qui me semble important, c'est que ce n'est pas un cours de licence 2 qui est un peu one-shot, comme ça, un coup isolé. C'est un cours qui est le premier moment d'un programme de 50 heures de cours, un petit peu plus même d'ailleurs, presque 60 heures de cours et TD sur les questions urbaines. Voilà. On n'en est pas là. Pour le moment, la licence 2. Alors, le titre du cours, je l'ai dit, sociologie urbaine, c'est un titre de maquette, c'est un titre administratif. Le titre que, pour ma part, je donne à ce cours, cette fois-ci, ça change en fait un peu tous les ans, mais là, je me suis dit que la production sociale des territoires, c'est un bon titre. La production sociale des territoires, eh bien, c'est bien une perspective de sociologue. Au début de tout, il y a la société. Ça veut dire que les territoires, l'espace concret, l'espace tangible sur lequel on marche, l'espace urbain, l'espace des quartiers, l'espace des réseaux de voirie, l'espace du centre-ville, l'espace des centres commerciaux, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui est produit comme ça, de manière un peu magique, un peu naturelle, entre guillemets, pas du tout. La ville, elle est produite par les transformations de la société. Et en particulier, bien sûr, par les conflits sociaux. Voilà, ce sont les conflits sociaux entre, on va le voir, les ouvriers qui habitent en ville et puis les gouvernants conservateurs de droite, on va dire, au XIXe siècle, qui vont produire la ville du XIXe siècle. Et puis les guerres vont produire elles aussi d'autres villes. Et puis, au cours des 30 Glorieuses, de 1950 à 1980, ce sont d'autres rapports sociaux qui vont produire les villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, en particulier des rapports qui vont opposer des habitants à ce qu'on appellera les planificateurs, la planification urbaine, c'est-à-dire les services de l'État qui vont construire dans des conditions particulières, notamment les grands ensembles. Les quartiers du pourtour des villes d'aujourd'hui encore. Et puis aujourd'hui, dans les années 2000, par exemple, la périurbanisation, cette espèce de marée de maisons, jardins, qui s'étalent de plus en plus loin des centres de toutes les agglomérations françaises, italiennes, anglaises, portugaises, etc., etc. Pas américaines, c'est autre chose. La situation des États-Unis est très différente par rapport à la nôtre. Mais voilà, cette périurbanisation, qui est une des grandes réalités urbaines des années 2000, eh bien, elle aussi, elle est produite par les transformations de la société, les transformations des attentes des gens, l'apparition de nouveaux désirs de rapport à la nature, par exemple, l'apparition de nouveaux objets techniques, etc., etc. Donc là, l'idée de production sociale des territoires, c'est comment la société produit l'espace dans lequel nous vivons. On va examiner ça en combinant deux perspectives, l'histoire et la sociologie. Quand on fait de la sociologie, il faut toujours et obligatoirement faire de l'histoire. Un sociologue est toujours un historien.
Si on veut comprendre quelque chose à la famille de 2015, bah, il faut quand même savoir ce qu'elle était en 1960 ou en 1900 ou en 1860, parce qu'autrement, on n'a aucune perspective, on ne comprend rien à rien. Donc, et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'histoire, dans le domaine, pardon, de la ville. Il faut avoir un minimum de perspective et de connaissances historiques. Voilà. Cette question de l'histoire, vous allez voir, on ne va pas aller bien loin, hein, on reste des sociologues, mais des sociologues qui s'intéressent à l'histoire ne va pas nous emmener très loin. Je vais très rapidement aborder cette question, mais dans le préambule, hein, je ne suis toujours pas dans l'introduction générale, j'ai encore une ou deux petites choses à dire, et notamment donc cette fois-ci en licence 2, un cours qui va combiner l'histoire, la sociologie, et puis on va mobiliser aussi plusieurs supports, on va voir ça, notamment des petits films, des toutes petites séquences de films qui vont nous montrer un certain nombre de choses très concrètes sur la ville, en particulier des 30 Glorieuses, c'est-à-dire la ville de 1950 à 1980. Et puis, j'utiliserai aussi tout un ensemble d'images, de photos, de croquis que nous regarderons comme ça un petit peu rapidement, mais qui sont intéressantes aussi pour voir un certain nombre de choses comme ça, avoir des images. C'est important, surtout en matière urbaine, on parle de choses concrètes, tangibles, matérielles. C'est important de pouvoir voir ce que c'est. D'accord. On ne peut pas toujours le faire en sociologie. En matière urbaine, on peut le faire, donc on ne va pas s'en priver. Voilà, le préambule est terminé, et donc je rentre dans une introduction générale du cours qui va me prendre un certain temps. En fait, j'en sais pas grand-chose. On va voir un peu comment les choses se passent. D'abord, d'une manière très générale, quel est l'objet du cours? On n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de temps, on a 12 heures. L'objet du cours, il est triple. Premier point, vous proposez quelques éléments essentiels d'un panorama de transformation des sociétés urbaines qui va commencer en 1850 et qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui. En sachant qu'on va en fait s'intéresser pour l'essentiel à deux périodes et puis un petit peu peut-être à une troisième. La première période à laquelle nous allons nous intéresser, c'est celle qui s'étend de 1850 à 1900. Donc la seconde partie du 19e siècle. Très importante. Bien sûr, on va voir pourquoi. Je le dis de suite. Très importante parce que c'est à ce moment que les banlieues sont inventées. En 1850, les villes françaises, et les villes d'un certain nombre d'autres pays, mais on va se limiter à la France, les villes françaises n'ont pas de banlieue. Elles sont en fait délimitées derrière des murs et se présentent presque comme des châteaux forts. Et puis, dans certaines conditions politiques, sociopolitiques, on va voir apparaître la banlieue. C'est-à-dire que la ville va sauter les fortifications des villes et puis elle va commencer de s'étaler pour accueillir de plus en plus d'habitants. Première période. Seconde période à laquelle nous allons nous intéresser, c'est une période qui est à la fois loin et proche de nous, c'est celle des 30 Glorieuses. 1950-1980. C'est une période absolument cruciale dans l'histoire des villes que nous vivons encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les villes, Rennes par exemple, le Rennes de 2015, s'est mise en branle en 1950-1960. Nous vivons toujours dans cette ville, dont nous sommes assez souvent prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? C'est une introduction, donc je ne déflore pas le sujet, hein, nous y reviendrons là pour le coup assez longtemps par la suite, mais il s'est passé deux choses essentielles. La création des grands ensembles, toutes les villes de France, au même moment, entre 1955
et 1973, les dates sont précises et nous verrons pourquoi, ont accueilli ces quartiers immenses, à l'urbanisme souvent brutal, vu d'aujourd'hui, composé de bars, de tours, de logements très très normalisés, etc., etc. Voilà, on verra dans quelles conditions les grands ensembles ont été construits, pourquoi ils ont été construits, comment ils ont été perçus, reçus, très bien à ce moment, puisqu'il y avait un problème de logement majeur. Et puis, nous verrons comment ils se sont transformés pour devenir ce que nous en connaissons, nous, aujourd'hui en 2015, les quartiers chauds, les banlieues à problème, les territoires qui sont traversés par des émeutes assez régulières. La presse n'en parle pas toujours, mais des émeutes, des petites émeutes assez régulières quand même. Bref, les territoires de la géographie prioritaire ou de la politique de la ville, il y a plusieurs manières de désigner ces espaces. En tout cas, nous nous intéresserons à ça d'à peu près. Et puis, à la fin des Trente Glorieuses, je dirais aussi un mot bien, de ce tout début de la périurbanisation. C'est vraiment quelque chose de très important. La périurbanisation débute en France. Là encore, les dates peuvent être précises et je m'en expliquerai en 1971 et en 1973. Voilà, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les Français sont enfin autorisés à concrétiser leur rêve de vivre dans des maisons-jardins. Et ils sont autorisés à le faire, ils vont en profiter, et on va voir une périurbanisation très vigoureuse, très dynamique, s'engager en 1971 et en 2015, aujourd'hui, on vient d'avoir un certain nombre de résultats du dernier recensement général de la population. Nous savons que la périurbanisation se poursuit, s'accélère, se renforce continuellement. Donc vous voyez quelque chose qui vient de 1960, du début des années 70, est encore tout à fait opérant. Voilà pourquoi je dis, et je ne suis pas le seul, que la ville des Trente Glorieuses est encore le cadre des discussions, des débats politiques, sociaux, économiques d'aujourd'hui. On reviendra sur tout ça. Et puis, troisième période, à laquelle nous nous intéresserons assez rapidement, plus rapidement, eh bien, c'est la période actuelle. Je dis plus rapidement parce que je n'aurai pas forcément le temps d'en dire grand-chose, et puis surtout parce que cette question, les enjeux urbains d'aujourd'hui, les années 2000-2020, eh bien, ils sont au programme du cours de licence 3, autour de deux objets que j'évoque très rapidement, vraiment très rapidement. À nouveau, la périurbanisation, vraiment un enjeu très fort aujourd'hui, très très fort. Un enjeu politique, par exemple. Bientôt, il y aura des élections, et dans 2 ans notamment, des élections présidentielles. La première chose que vont faire un certain nombre d'analystes politiques et de gens qui vont réfléchir sur les résultats électoraux, c'est de voir comment le périurbain s'est comporté, avec l'idée notamment que c'est dans ces territoires du périurbain que le vote Front National s'implante et se développe très très rapidement. Donc il y a une espèce de curiosité angoissée aujourd'hui pour le périurbain. Je reviendrai là-dessus. Et puis le second objet qui est au cœur des débats, des attentions et des travaux des sociologues, des géographes et de beaucoup d'autres, eh bien c'est ce que l'on appelle la question de la gentrification. La gentrification, ça vient de l'anglais gentry, c'est-à-dire la petite bourgeoisie terrienne, les gens qui possèdent. La gentrification, aujourd'hui, c'est l'idée que les centres-villes s'embourgeoisent. Voilà. Les centres-villes s'embourgeoisent, ils sont surinvestis par des populations qui ont beaucoup d'argent et ou beaucoup de diplômes, pour le dire à la manière de Pierre Bourdieu, des gens qui ont un capital économique fort et ou un capital culturel fort.
Hein. Vous regardez, selon où vous habitez les uns et les autres, vous regardez les prix dans les agences immobilières des logements de vos centres-villes respectifs, et vous verrez que normalement, si vous habitez dans une ville un petit peu importante, mais pas forcément très importante, Saint-Brieuc déjà est une ville importante sur ce plan, eh bien on observe bien une gentrification, c'est-à-dire des centres-villes qui ne sont plus accessibles du tout à des ménages de smicards ou de gens qui gagnent un petit peu plus que le SMIC, 1300, 1400 euros net par mois. Voilà. Donc une espèce de spécialisation forte des territoires de centre-ville pour des gens qui ont de l'argent. Bon, on verra tout ça par la suite. Voilà l'objet du cours. Voilà le premier point, disais-je, de ce que nous allons discuter. Alors, on va s'intéresser à un certain nombre d'enjeux urbains. Je les ai déjà évoqués, je les redis très rapidement, hein, parce qu'on va les décliner sur les heures de cours. Premier objet important, l'invention des banlieues. Voilà, un objet assez précis sur lequel on va passer un petit peu de temps. Autre objet important, la production des grands ensembles. Dans quelles conditions est-ce qu'ils ont été produits? Pour résoudre quels problèmes? Autre enjeu important. Troisième enjeu auquel nous allons nous intéresser, la planification urbaine. C'est-à-dire comment la ville des Trente Glorieuses a-t-elle été produite, par qui et pourquoi? Est-ce qu'elle a été produite comme ça, de manière très autoritaire, en fait? La gentrification, un autre enjeu. Plus tard, la périurbanisation, la divergence urbaine, la sécession urbaine. Je vais revenir sur ces mots tout de suite. Divergence urbaine et sécession urbaine. Voilà pour les enjeux. Et puis, on va également s'intéresser à un certain nombre de théories, c'est-à-dire de gens qui ont essayé de comprendre ce qui se passait dans les villes. Comment est-ce qu'elles se transforment et pourquoi est-ce qu'elles se transforment comme ça? La France et la sociologie française a été très très forte sur ce plan, dans ce domaine, autour de quelques courants et de quelques chercheurs qui sont encore connus et étudiés aux États-Unis ou en Amérique latine. Par exemple, j'en évoque quelques-uns et puis nous les retrouverons par la suite. Le marxisme urbain, autour de quelqu'un, par exemple, comme Manuel Castells. Alors, attendez, je vais noter ça. Voilà. Bon, ça ne fonctionne pas. Si, c'est moi qui me trompais. Manuel Castells, voilà, un des grands noms des sciences sociales planétaires. Aujourd'hui, il est extrêmement renommé. Il a fait ses premières armes dans la sociologie urbaine des années 1970 et 1980, en essayant d'analyser les transformations de la ville à partir d'un paradigme marxiste. Ce qui transforme la ville, c'est le capitalisme. C'est la recherche de plus-value. La ville devient, de son point de vue à lui, devient un marché économique. Le sol, les logements deviennent des marchés économiques. Premier courant. Second courant, auquel nous nous intéresserons un petit peu rapidement, il nous vient de Michel Foucault. Et d'autres, pas que Michel Foucault, je préciserai par la suite. Hein, l'idée selon laquelle la ville des Trente Glorieuses est un dispositif disciplinaire. La ville est une prison, pour le dire de manière très brutale et caricaturale. La ville est un dispositif disciplinaire. C'est-à-dire la ville, les grands ensembles, ces bars, ces tours de logements qui se ressemblent, qui sont tous identiques, tous absolument pareils dehors, pareils dedans, tout est pareil, l'espace est très très fortement normalisé, et puis aujourd'hui, par exemple, l'espace est surveillé par des caméras, etc., etc. Eh bien, la ville est là pour produire des citoyens, des citadins obéissants. Hein. La ville surveille les individus. Second courant. Troisième courant, j'en parlerai peut-être un petit peu plus. Il nous vient de quelqu'un qui s'appelle Chambard de l'Aube,
Alors voilà quelqu'un que tout le monde a oublié, que pour ma part j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'on l'a injustement oublié. Il a fait des choses très passionnantes et il a été le premier à les faire. Chombard de Love, c'est un catholique social. Il a regardé la ville avec les yeux d'un catholique social très attentif, très inquiet du sort qui était réservé en particulier à la classe ouvrière. Il a eu peur, avec tous ses camarades, hein, il a travaillé avec beaucoup de personnes, il a eu peur que la ville moderne détruise les cultures populaires. Et il a eu raison, bien sûr. La ville moderne a détruit les cultures populaires, on verra ça comment. Et puis nous parlerons aussi d'Henri Lefebvre, et puis nous parlerons aussi, peut-être un petit peu plus rapidement, de Jacques Donzelot. Bref, quelques personnes comme ça, diverses et variées. Toujours dans cet objet du cours, et puis je termine là-dessus, ce premier point, pour dire que je vais aller très vite. Donc, un travail, un cours qui va consister en un panorama un peu rapide. C'est le côté négatif de l'affaire. Le côté intéressant, de mon point de vue, c'est que en une douzaine d'heures, je vais essayer de vous donner quelques embryons, quelques socles de connaissances un peu socio-historiques qui vont nous permettre de mettre en perspective les périodes d'aujourd'hui auxquelles, bien sûr, nous nous intéressons beaucoup plus en sociologue. La sociologie, le sociologue s'intéresse à l'histoire, mais le sociologue fait quand même plutôt de l'analyse des temps présents. Alors, je vais poursuivre dans cette introduction, et puis après, je commenterai la bibliographie du cours, hein, vous l'avez, et j'en dirai, je présenterai de manière un peu précise un certain nombre des ouvrages que je vous propose. Alors, j'ai dit pas mal de choses, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus dans cette introduction ? Je vais maintenant essayer de donner un aperçu de ces 150 ans d'histoire urbaine qui nous intéressent, 1850, 2000, on va dire, pour faire simple, ou 170 ans si on veut aller jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut rassembler, synthétiser, exprimer ce qui s'est produit d'important sur cette période-là? De mon point de vue, on peut le faire avec, en recourant à deux tandems de notions ou de concepts. Mais en fait, ce sont plutôt des notions. Hein, les concepts, c'est autre chose. Alors j'efface mon ardoise pour pouvoir inscrire ces deux tandems de notions que je vais bien sûr commenter. Alors, le premier tandem de notions, il oppose ou il inscrit en continuité l'idée de ségrégation, que tout le monde connaît, et une autre idée que tout le monde connaît aussi, mais pas appliquée à notre domaine, qui est l'idée de sécession. Voilà. Ségrégation versus sécession. Je dis que tout le monde connaît ce mot parce que tout le monde connaît la guerre de sécession aux États-Unis, et je vais l'utiliser dans un sens qui est très très proche de ça. Voilà, donc je me précise bien, je m'explique bien. Si on veut pouvoir exprimer très rapidement, très efficacement ce qui s'est produit sur les 150 dernières années de notre histoire socio-urbaine, eh bien on peut utiliser ces deux termes. La ségrégation, qu'est-ce que ça veut dire ? La ségrégation,
Bon, il y a beaucoup de travaux sur la ségrégation, c'est quelque chose qui est pertinent et utilisé par beaucoup de disciplines. Les anthropologues s'intéressent à la ségrégation, les politistes aussi, les géographes, les sociologues. Donc c'est un mot que nous avons en partage. La ségrégation, c'est une réalité multiple, hein. On trouve de la ségrégation ethnique, de la ségrégation religieuse, des ségrégations géographiques, des ségrégations de genre, bien sûr, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On trouve des ségrégations sexuées, quand par exemple dans certaines villes, encore aujourd'hui, il y a le quartier, mais avant c'était beaucoup plus fort, il y a le quartier homosexuel. Voilà bien un type de ségrégation qui fonctionne dans ce registre des pratiques sexuelles. Bref, la ségrégation, c'est quelque chose qui est très très compliqué, qu'on peut regarder à des échelles très surplombantes, on peut la regarder très très près du territoire. Bon, c'est une idée très complexe. Pour ma part, je la simplifie beaucoup et je retiens une idée essentielle. La ségrégation, c'est le fait d'affecter un territoire à un groupe social. C'est ça la ségrégation. Un territoire, un groupe social. Chacun chez soi. Chaque groupe social, quel qu'il soit, a son propre territoire. Mais, et le mais est essentiel dans l'analyse urbaine de la ségrégation, mais il existe un territoire partagé. Chacun chez soi, mais un territoire partagé. Je prends un exemple à partir de la ville de Rennes, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais peut-être quand même, peut-être est-ce la plus connue de nous tous. Dans la ville de Rennes, il y a des quartiers pauvres, entre guillemets, et il y a des quartiers riches. Il y a un quartier qui s'appelle le Tabor, qui est au-dessus du joli parc, du joli jardin public de la ville, avec des rues comme la rue de la Palestine, le boulevard de Sévigné, le boulevard de la Duchesse Anne, etc., etc. Et on a de très belles maisons, de très très belles maisons, de très beaux hôtels particuliers, avec des jardins, des ménages qui ont 3 voitures, qui ont beaucoup beaucoup d'argent, etc., etc. Et puis à Rennes, il y a des quartiers qui sont évidemment beaucoup plus modestes. Des quartiers d'habitat social dans lesquels les taux de chômage sont très élevés, dans lesquels les taux d'allocation de minima sociaux sont aussi très élevés, etc., etc. Voilà des quartiers très tranchés. La ségrégation fait que les habitants du Tabor ne vont jamais, évidemment, se promener dans les quartiers modestes. Par exemple, dans ce quartier qui s'appelle Clenay. On n'y va pas. Voilà, c'est la ségrégation. Elle est rentrée dans les têtes, elle est rentrée dans les corps. Ça relève de l'évidence absolue. Si on demande à un habitant du Tabor pourquoi il ne va jamais se promener à Clenay, il ne va pas vraiment très très bien savoir le faire. D'accord ? Donc on est dans l'évidence. C'est comme ça. Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup les sociologues. Ce qui fait évidence pour les uns et pour les autres. Si on va voir un habitant d'un quartier modeste comme celui de Clenay, et qu'on lui demande s'il va de temps en temps, le dimanche après-midi, avec sa famille, par exemple, se promener de boulevard de Sévigné à Rennes, pour profiter de l'atmosphère paisible et de la belle architecture, il va dire que non, bien sûr, il n'y va pas non plus. Il va se promener partout ailleurs, mais il ne va pas là. Parce qu'il a intégré un certain nombre de choses et de mécanismes qui font qu'il considère lui-même qu'il n'est pas à sa place dans ce territoire. Voilà, la ségrégation, chacun chez soi. Mais à Rennes, il y a un espace qui est un espace partagé, qui est, disons, la rue Le Bastard, l'hypercentre commerçant. Et c'est un espace dans lequel les habitants du Tabor et les habitants de Clenay se retrouvent. C'est un espace qu'ils pratiquent ensemble, avec plaisir, et c'est même un espace dans lequel ils vont le samedi après-midi se balader pour le plaisir de rencontrer des gens qui ne sont pas comme eux. En sociologie, on appelle ça un espace public. Un espace public. C'est un mot très fort en sociaux, en particulier quand on s'intéresse aux questions urbaines. La ville traditionnelle, un certain type de ville,
elle est marquée par l'espace public, c'est-à-dire des endroits dans lesquels peuvent se frôler physiquement des gens qui sont très très différents les uns des autres. Et si on fait l'expérience d'aller se promener le samedi après-midi dans la rue Le Bastard, la place de la mairie, et puis cet hypercentre commerçant de Rennes, eh bien, on va voir des gens très chics, très, très riches, et puis des gens moyens, et puis des gens modestes, et puis des punks à chiens, et puis des gens qui font la manche, et puis des blancs, des noirs, de tout le monde. C'est un espace public. C'est ça qui fabrique la ville. La possibilité pour des gens de se côtoyer alors même qu'ils sont très différents les uns des autres. La ségrégation, c'est ça. Chacun chez soi, mais un espace partagé. Quand on dit ça, on décrit on décrit de manière très rapide, très synthétique, bien sûr, mais juste quand même, on décrit une très très longue période de l'histoire urbaine occidentale. La ville, c'était ça. Un endroit où tout le monde, où une mixité sociale s'opère. Et à partir du moment où une mixité sociale s'opère, les gens se mélangent, les diversités se mélangent, prennent les unes avec les autres. Eh bien, on appelle ça la société. Le mélange des différences, c'est la société. C'est une société qui procède de l'intégration de la différence. Et la ville, ce qui faisait la force et ce qui fait encore une grande partie de l'imaginaire de la ville, c'est qu'elle produit la société. Un certain type de société forte, une société organique, dirait Émile Durkheim, une société qui procède de l'intégration de la diversité. Le monde rural, il est très chouette, évidemment, mais dans le monde rural, pendant longtemps, il n'y avait pas d'espace public. Dans le rural, on est entre gens qui se connaissent. Donc le problème de l'intégration ne se pose pas de la même façon. La particularité de la ville, c'était celle-là. Alors cette notion de ségrégation, elle est intéressante de 1850, et puis on le verra, mais déjà en 1900, les problèmes se posent un petit peu différemment, et puis on arrive à aujourd'hui, et à partir de 1970, 1980, eh bien, on entre dans le champ de pertinence, pourrait-on dire, de la sécession que l'on décline dans ces cas-là en sécession urbaine. Quelle est l'idée ? Elle est très simple, elle est assez angoissante, hein, mais les sociologues, les politistes, etc. aiment bien se faire peur, et les Français, d'une manière générale, aiment bien se faire peur. L'idée est simple. Le premier terme de la ségrégation fonctionne toujours. Chaque groupe social a son territoire. Mais là où les choses deviennent un peu angoissantes, c'est que les espaces partagés disparaissent. Les espaces dans lesquels on avait la possibilité de côtoyer, de rencontrer, de frôler quelqu'un de différent, ces espaces-là disparaissent. Ça veut dire que les espaces d'intégration de la société seraient en train de se réduire, de se fragiliser, et de ce fait-là, c'est la société elle-même qui serait en train de se fragiliser. Et alors, quand on est dans cette perspective-là, eh bien, on considère par exemple que le vote Front National et la dynamique nouvelle de ces discours du repli sur soi, de l'exclusion de l'autre, de l'exclusion de l'étranger, etc., sont aussi un indicateur fort de ce que l'on voit dans le domaine urbain. Alors, je précise un petit peu cette idée de sécession urbaine en disant d'abord que, en faisant 2 ou 3 éléments d'histoire de cette idée, en France, c'est une idée qui est travaillée depuis, on va dire, 1990. C'est vraiment récent. C'est une idée qui est construite, explorée, argumentée, par quelqu'un, je vais donner son nom tout de suite, qui s'appelle Jacques Donzelot, on verra la bibliographie. Jacques Donzelot, il est politiste à Nanterre, et puis avec un certain nombre de ses collègues,
de plus en plus nombreux aujourd'hui, eh bien, il a essayé de creuser cette théorie de la sécession urbaine, l'hypothèse selon laquelle les espaces urbains se referment de plus en plus. Alors cette fermeture des espaces urbains, où est-ce qu'on la voit? Elle est multiple, très très importante, vraiment très très importante. Et puis nous la verrons peut-être un petit peu après avec des films. Je vais donner, pour bien me faire comprendre, un certain nombre d'exemples, en commençant par des fermetures très très light, très discrètes, très intégrées à l'économie habituelle maintenant de notre fonctionnement de la ville. Et puis, peu à peu, je vais donner des exemples de fermetures de plus en plus fortes, puis de plus en plus singulières, qui posent question, en tout cas. Premier exemple de fermeture de l'espace urbain. En fait, je ne sais pas très bien lequel prendre parce que j'en ai beaucoup, mais je vais donner celui-là. À Marseille, aujourd'hui, nous savons que 20% sur Marseille commune, la commune de Marseille, c'est-à-dire la ville de Marseille, c'est la même chose, Marseille est une commune à elle seule, sur la ville de Marseille, entre 20% et 30% des logements sont aujourd'hui protégés par des grands portails, des grillages très très élevés, des systèmes de caméras, et puis, dans un certain nombre de cas, des barrières, et puis des vigiles, des gardiens. Voilà, c'est-à-dire des espèces de, il faut prendre les choses avec, c'est une expression, mais des sortes de châteaux forts. Je montrerai une photo la prochaine fois, ou quelques photos la prochaine fois, des sortes de châteaux forts. C'est-à-dire que vous arrivez au pied de la cité pour visiter quelqu'un, eh bien, il y a une barrière. Et vous ne pouvez pas rentrer dans la cité, il faut avoir le code correspondant à l'appartement de la personne que vous voulez visiter. Il n'y a plus de nom sur les sonneries. Et puis vous composez le code. Et puis là, vous avez un interphone. Vous parlez à l'interphone. On vous voit avec la caméra. Et la barrière s'ouvre ou elle ne s'ouvre pas. Il y a 30 ans, tous ces dispositifs de fermeture résidentielle à Marseille ou ailleurs, bien sûr, n'existaient pas. Ils ont été mis en place par des propriétaires qui ont peur des problèmes de Kalachnikov, qui arrivent assez souvent quand même à Marseille, des problèmes de drogue, de manière plus générale, du problème de la délinquance, d'une manière encore plus générale, de l'insécurité, et d'une manière encore plus globale, de l'autre qui commence de faire peur, quel qu'il soit. Celui qui fait peur, c'est celui qui est jeune, c'est celui qui n'a pas la même couleur de peau que vous, c'est celui qui n'a pas la même religion que vous, et puis surtout, et avant tout, c'est celui qui est plus pauvre que vous. Et donc, en une quinzaine d'années, énormément de résidences marseillaises se sont protégées, claquemurées derrière des dispositifs de fermeture. Et ce qui est très saisissant, c'est que, bien sûr, les lotissements et les résidences riches, il y en a beaucoup sur la commune de Marseille, se sont fermés derrière des murs très solides, mais on trouve ces dispositifs de fermeture résidentielle également dans la classe moyenne, et puis dans la petite classe moyenne, et puis dans les cités de logements sociaux. Donc c'est vraiment une sorte d'angoisse et un désir d'entre-soi. On parle d'entre-soi en sociologie, j'utiliserai ce terme à plusieurs reprises, un désir d'entre-soi qui apparaît à toutes les strates, dans toutes les strates de la société. Donc vous voyez qu'on est très très loin de l'espace public. On est loin de l'espace public.
Je prends un autre exemple maintenant. Je vais le prendre, c'est un exemple un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus fort, un peu plus dur. Alors, avant de m'y intéresser, il faut que je dise aussi que cette fermeture résidentielle, on la connaît bien à Marseille parce qu'elle a été diagnostiquée par des collègues qui ont fait un travail très minutieux, rue après rue, en quelque sorte. Mais nous savons aussi que la fermeture résidentielle est une réalité massive à Paris et puis dans l'agglomération parisienne, dans la grande agglomération rhône-alpine, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, mais aussi massivement dans la grande agglomération toulousaine, dans laquelle il y a des très riches et des très pauvres, une divergence urbaine très forte dans l'agglomération toulousaine, mais aussi, moindrement, mais quand même, c'est à la hausse de manière significative sur des territoires plus tranquilles, la façade atlantique, Bordeaux, La Rochelle, Nantes et puis la Bretagne, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très partagé. Un autre cas de figure très connu, je voudrais prendre l'exemple d'une petite cité qui s'appelle Pont-Royal. Pont-Royal, c'est un petit village provençal, typique, qui se trouve à côté de Salon de Provence, c'est-à-dire pas très très loin de Marseille. Pont-Royal, si vous voulez, vous allez sur Google, vous tapez Pont-Royal et vous aurez quelques images de ce village qui va vous charmer parce qu'il est très très joli. Et quand on roule dans la campagne de Salon de Provence, on voit un peu au loin comme ça une très jolie colline sur laquelle on a un village typiquement provençal, vraiment magnifique. C'est un piton, et puis il y a tout un ensemble de jolies petites maisons là, qui sont imbriquées les unes aux autres, un petit peu comme on peut les voir en Grèce. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, mais c'est presque le même type d'architecture. Et puis dans Pont-Royal, on a tout ce qu'on trouve dans un village. On trouve des supermarchés, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, des médecins, des infirmières, la poste, la bonne vieille entreprise publique française, la Poste, s'est installée là-bas, des distributeurs automatiques de titres, pardon, pas de titres, mais de billets. On trouve beaucoup de golf. La particularité de Pont-Royal, ce sont ces 4 très très beaux golfs qui attirent des gens de l'Europe entière. On trouve des piscines à n'en plus finir, des centres aérés pour les gamins, des crèches, etc., etc. Une ville. On trouve une vraie ville. Voilà. De l'habitat, du loisir, du travail pour les autres, des vacances pour ceux qui viennent, et puis tout un ensemble de services et d'aménités urbaines. Sauf que Pont-Royal, vous ne pourrez jamais y rentrer. Parce que Pont-Royal est une communauté fermée. Le terme de communauté fermée est à prendre tel quel en américain, gated community, une communauté fermée. C'est-à-dire que quand vous vous approcherez en voiture de Pont-Royal, vous allez arriver à un moment au bout de la route où vous allez buter sur des barrières et puis des grillages et des barbelés et des guérites et des agents de sécurité tout à fait charmants qui vont venir vers vous et qui vont vous dire « Bonjour chère madame » ou « Bonjour cher monsieur, je vois que vous avez oublié votre macaron sur le pare-brise de la voiture. » Et là, vous direz, écoutez, j'ai pas de macaron, je suis pas encore rentré, j'ai pas de macaron. Et là, ils vous diront, je suis désolé, on peut pas vous laisser rentrer. Port-Royal n'est pas du tout un village classique, habituel. Ça n'est pas du tout une ville ouverte. C'est une résidence fermée. C'est un endroit dans lequel on ne peut rentrer que quand on fait partie au préalable de la communauté. Voilà une autre forme, là cette fois-ci plus dure, plus tangible, de fermeture de certains groupes sociaux sur eux-mêmes.